Allô? Oui, bonsoir le roi du printemps. Bonsoir, comment ça va? Oui, ça va très bien. Et de ton côté? Oui, ça va. Ok, Dieu merci. Et Abidjan, on dit quoi? Ça va. Ouais, Abidjan est là. Ok. Abidjan n'a pas bougé, Abidjan est là. ça n'a pas poussé pied, quoi. Non, Abidjan est là. Même les gens voulaient se lever à Abidjan avec les mensonges là, mais ils n'ont pas pu, hein. Mais Abidjan même a poussé pied. Abidjan même peut se déplacer lui-même. Ouais. Donc, ils n'ont pas besoin de soulever. Abidjan, Abidjan, Abidjan est là. Ah, Ok. Mais celui qui est en tu train vois. d'asser poro derrière toi, là, il faut lui dire n'a qu'à s'éloigner. Poro? On attend. Non, c'est pas Poro. Non, je sais. Ah, Je sais, je plaisante. Donc, on va te d'accord. laisser la Ok. parole. Oui, oui. D'accord. Apparemment, il y a pas assez d'intervenants, hein. Non, il y a Sundiata aussi qui s'est signalé, hein. D'accord. Donc, après Ah, toi, on va comme prendre comme Sundiata. la présentation était longue, peut-être c'est dû à ça. Oui, oui. Les gens se sont, voilà. Mais bon, euh, bonsoir, bonjour à tout le monde, parce que je sais que les autres, les différentes situations géographiques ne sont pas les mêmes, et d'autres sont peut-être un peu dans la soirée, et puis bon, merci beaucoup, et puis d'entrée de jeu, je vais te dire merci. Voilà, pour tout le travail qui est fait. Et la présentation a été très longue et puis aussi utile. C'est mieux le jour où il y a le temps. Il faut prendre, comme je l'ai dit, le temps d'expliquer en long et en large pour une bonne compréhension. Parce que souvent, quand le temps ne permet pas, on n'a pas cette occasion-là de rentrer un peu en profondeur, mais je crois que c'est ce que tu as eu à faire. Et surtout dans le cas de Chakadjan, et tu as vraiment tapé dans le... Et aujourd'hui, avec le temps, les gens savent qui est Tijan Cham, le mensonge qu'il avait essayé de justifier, et en tout cas, il n'a pas pu le faire. Mais il faut dire aux gens du PDCI que la Côte d'Ivoire a eu son indépendance le 7 août 1960. La politique de 1960 et puis celle de 2025, je crois que ce n'est pas la même chose. En 1960, beaucoup de choses pouvaient se dire sans que les gens ne prêtent attention à ce qui a été dit. Mais au fur et à mesure que nous avançons, avec l'arrivée des nouvelles technologies, ça fait que la politique est devenue très facile aussi et puis difficile. Et quand je dis difficile, c'est difficile pour ceux qui ne veulent pas dire la vérité. Mais c'est facile pour ceux qui sont prêts à dire la vérité. Et quand tu mens, tu es obligé de puiser au fond de toi-même pour trouver des astuces pour mentir aux gens. Mais alors que quand tu dis la vérité, quand tu es vrai, mais tout vient naturellement. Et donc, depuis l'arrivée de Tidjane Cham, je dis bien depuis l'arrivée de Tidjane Cham, on a vu ce que ça a créé. D'abord, quand il est arrivé dans le mensonge.
C'est-à-dire que c'est dans le mensonge qu'il a été installé à la tête du PDCI. Ça, il faut le noter. C'est dans le mensonge qu'il a été installé à la tête du PDCI. Et donc, quand on l'installe dans le mensonge, et naturellement, tout ce qu'il va faire, il sera obligé de mentir, puisqu'il n'a pas été installé dans les règles de l'art. Les règles de l'art, là, il y a des tests qui régissent en tout cas le fonctionnement du PDCI. Mais ils ont fait fi de tous ces tests-là et puis ils l'ont bombardé président. Et donc, tu as dit quelque chose de très important. En tout cas, il faut que les gens sachent que Tidjane Thiam, là, c'est un enfant à papa, c'est un enfant gâté comme on le dit là. Et quand il parle, il dit oui, que tout ce qu'il a eu obtenu là, qu'il s'est battu pour faire tout. Mais attends, Tidjane Thiam a eu tellement de largesse du fait de son statut de petit-fils de Félix Houphouët-Boigny, et beaucoup de choses lui ont été données de façon cadeau. Et même quand on regarde cette affaire de crédit sur ce route-là, comment elle arrive là-bas? Donc, il y a tout ça là. Il faut que les gens calculent ça. Mais là même n'est pas le problème. Parce qu'il dit que lui va être le président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Mais quand il va être le président de la République de Côte d'Ivoire, mais on ne se lève pas comme ça un matin pour venir être, comme on appelle, le président de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, ce que nous savons dans l'affaire de Tidjane Thiam, c'est que Tidjane Thiam est un menteur. C'est comme ça on va le qualifier. Et hier, vous avez vu sur le plateau de NCI 360, il faut que les gens, qu'on dise la vérité aux gens. À la vérité là, si vous avez vu le communiqué qui a été pondu par la direction du PDCI, mais au départ là, ils n'allaient pas faire ce communiqué, hein. Mais quand Tidjane Thiam sort, et puis maintenant il vient mettre tout le mensonge, en tout cas tout ce qu'ils ont caché dans son affaire de renonciation à la nationalité française, il met mal à l'aise tous ceux qui sont venus le défendre sur le plateau de NCI 360. Je vais parler du petit docteur Osman et le vieux pamphlétaire Brédoumus Maëla Traoré et Maître Plessis Chrysotome. En tout cas, tout ce quota de repéros que vous connaissez, tous ceux qui sont passés sur les médias, ils sont venus nous dire que Tidjane Thiam n'a pas de problème comme on appelle, d'éligibilité, il n'a pas de problème de nationalité. À l'heure où je vous parle, Tidjane Thiam est exclusivement ivoirien. Mais quand Tidjane Thiam est exclusivement ivoirien, et que le même Tidjane Thiam sort le vendredi pour nous dire que sur le conseil de ses, comme on appelle, je ne sais pas, ses partenaires-là, lui, il a décidé d'enclencher le processus de renonciation à sa nationalité qui va lui permettre dans un futur proche d'être exclusivement ivoirien. Alors qu'ils nous ont dit que Tidjane Thiam n'avait pas de problème de nationalité. Et donc, déjà quand vous voyez ça, ça a créé beaucoup de remous, en tout cas au sein du PDCI. Je dis au plus haut niveau, du plus petit militant jusqu'au vieux pamphlétaire. Maintenant, NCI leur envoie une invitation. D'habitude, ceux qui viennent débattre, on envoie l'invitation à la direction du PDCI qui doit normalement choisir des gens qui vont venir débattre. Et quand l'invitation arrive, ils ont vu, en tout cas au regard de ce qu'ils ont déjà dit, le mensonge qu'ils ont dit devant la face du monde. Donc, ce n'était pas facile que quelqu'un se désigne pour dire « je vais venir débattre ». Et donc, quand tout le monde a décliné l'invitation, la direction était dans l'embarras. Puisqu'il ne peut pas trouver un alibi autre que de faire un communiqué pour se victimiser et pour dire que Ali Djarasouba
avec la complicité de Arthur Banga, ont attaqué le PDCI. Mais à la vérité, c'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas eu quelqu'un, en tout cas, de courageux qui s'est désigné pour venir défendre ce qu'ils ont dit. Puisque déjà, il y a la honte. Qui va prendre le risque de venir s'asseoir sur le plateau? Donc, ils se sont vus là-bas, en haut, dans leur direction là-bas, et puis ils ont dit, bon, on va produire un communiqué pour se victimiser, et puis maintenant, nous retirer des débats de NCI. C'est ce qui s'est passé. C'est la vérité qui est là. Sinon, ils savent très bien que les gens n'ont pas menti. Mais c'est vous qui avez menti. Mais les gens ont tenté de rétablir la vérité. Et c'est cette vérité-là qui a fait qu'aujourd'hui, ils disent qu'ils ne sont plus dans les débats de NCI. Mais éclaireur, le cas des NCI là, est-ce que nous-mêmes là, en tant que RHDP là, est-ce que nous on ne s'est pas plaint? Nous on s'est plaint, comment on appelle? Nous on a dit que Ali Djarasouba et NCI, ils font la part belle à l'opposition. Nous militants RHDP on a dit ça. Mais est-ce que NCI a changé sa façon de faire? Mais NCI a toujours donné la parole à tous les Ivoiriens. À tel enseigne que ce même PDCI comme on appelle, qui ment aujourd'hui, qui tente de se victimiser, on se souvient, pas plus tard que hier, bon, c'est une manière de parler, la chaîne NCI a accordé exclusivement une interview à Tidjane Thiam. Il était seul face à Ali Djarasouba. Mais ça a permis au PDCI d'avoir une belle communication et Tidjane Thiam, qui était caché peut-être ce jour-là, beaucoup de personnes l'ont connu. Mais c'est NCI qui a fait ça. Mais si NCI a pu donner la parole à votre président pour qu'il s'exprime sur la vie de son parti et ce qu'il veut faire pour les Ivoiriens, mais vous n'allez pas aujourd'hui, au regard de votre mensonge, venir traiter NCI de complicité avec Arthur Banga et de vilipender, comme on appelle, le PDCI. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, je crois que avant l'entame de l'émission hier, Ali Djarasouba a eu à mettre les points sur les i. Donc, ça a été clair. Si aujourd'hui, ils se sentent, comme on appelle, rattrapés par leurs mensonges, ils n'ont qu'à régler le problème là au sein du PDCI là-bas et puis laisser comme on appelle, NCI tranquille. Et ce qui est marrant, ce qui est bizarre aussi, intéressant dans l'affaire, c'est qu'au moment où ils sont en train de taper sur NCI, le PPACI, je veux dire les jeunes du PPACI, Blaise Laz et Steve Biko, chacun a produit quelque chose, en tout cas pour dire que eux là, en tout cas, ils sont disponibles à venir débattre chaque fois que NCI aura besoin d'eux. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ils ne vont jamais refuser. Mais quand arrivé là-bas sur le plateau, ils vont dire ce qui ne va pas et ils vont critiquer ce qui ne va pas. Donc, vous voyez, quand on parle d'un parti responsable, là, le PDCI version Tidjane Thiam, version Soumaïla Brindoumou, n'est pas un parti, comme on appelle, de responsable. Et là encore, il faut noter que leur comportement, c'est un avant-goût de ce que si c'est les arrivent au pouvoir, personne ne peut avoir la parole dans ce pays-là. Ils vont gérer ce pays-là de façon dictatoriale. Mais quand ils se proclament des démocrates du parti de Félix Houphouët-Boigny, mais ils sont complètement en déphasage avec les principes même du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le mot démocratique là cherche quoi là-bas? S'il y a le mot démocratique, ça veut dire que tout ce qui doit être fait au niveau du PDCI doit être fait dans l'art de la démocratie. Mais quand vous balayez tout du revers de la main,
et vous imposez une sorte de dictature au sein du PDCI, de sorte à museler les militants qui veulent vous dire la vérité. Mais quel est ce parti qui veut diriger les Ivoiriens et qui est réfractaire à la contradiction, qui est réfractaire à la vérité? Moi, je n'ai jamais vu un parti comme ça. Et moi, je dis, Arthur Banga, un vrai militant du PDCI, qui est soucieux de ce que le PDCI doit venir au pouvoir, doit féliciter Arthur Banga. S'il a eu à insulter Arthur Banga, et la personne doit venir s'excuser auprès d'Arthur Banga. Pourquoi? Parce que Arthur Banga leur a permis de savoir la vérité. N'eût été la pression, mais Tidjane Thiam n'avait même pas l'intention de renoncer à la nationalité ivoirienne. Parce que ces calculs-là, le conseil, comment on appelle, la présidente du conseil d'administration qui l'occupe là, mais c'est la nationalité française qui lui a permis d'être, comme on appelle, au conseil d'administration de Publicis. C'est la nationalité française. Mais en étant dans le conseil d'administration, ce que Tidjane Thiam gagne là, c'est Dieu seul qui connaît. Et donc, il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Renoncer à la nationalité française et puis perdre tous ces privilèges-là, mais rien ne me garantit que si je renonce à cette nationalité, avec tous ces avantages-là, que moi je serai élu ici président de la République de Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu? Mais ça nous revient à dire que Tidjane Thiam n'a jamais mis la Côte d'Ivoire au premier rang de ses priorités. La Côte d'Ivoire était toujours au second plan pour Tidjane Thiam. Parce que pour lui, la Côte d'Ivoire n'existe même pas. Mais il n'y a que ces intérêts français-là qui comptent. Donc, aujourd'hui, quand il a des déboires au niveau de la justice internationale, tous les casseroles qu'il traîne, mais c'est ce qui l'a permis aujourd'hui comment on appelle, de venir. Et même du vivant comment on appelle, de Henri Konan Bédié, ça lui avait été proposé, mais il a toujours rejeté tout. Il n'a jamais voulu. Mais les gens sont restés, ils ont maintenu le parti. Mais subitement, Henri Konan Bédié décède. Il a l'amour du PDCI. C'est lui qui aime le PDCI que tout le monde. Lui, il va venir dire aux autres qui n'aiment pas le PDCI. Aujourd'hui, il s'auto-proclame même le père même de ce parti. Et donc, quand vous voyez ça, vous devez vous rendre compte que nous sommes dans une situation où tous les Ivoiriens, je te dis de quelque bord que ce soit, ouvrent grandement les yeux et de savoir que ce monsieur-là, il est tout sauf quelqu'un de sérieux. Si lui, il avait la peau blanche là, quand il allait commencer à mentir là, on allait le savoir. Mais comme il est noir là, quand il ment là, on ne peut pas savoir qu'il ment. Parce qu'il n'y aura pas de signes. Donc, Tidjane Thiam, aujourd'hui, il n'a jamais mis la Côte d'Ivoire au rang de ses priorités. Et donc, s'il n'avait pas eu ces problèmes-là au niveau, comme on appelle, de la justice internationale, avec tout ce qu'il avait à faire, tous les crédits qu'il traîne là, Tidjane Thiam n'allait jamais venir en Côte d'Ivoire. Il n'allait jamais venir en Côte d'Ivoire. Et lui-même ne sait même pas si c'est la nationalité française seule qui l'a. Parce que quelqu'un qui a l'amour pour les autres nationalités, il faut s'en méfier. Parce que là où il y a ses intérêts, il s'en va prendre cette nationalité-là. Mais il n'avait pas d'intérêt en Côte d'Ivoire. Il n'avait pas d'intérêt. Mais pourquoi venir s'emmerder dans un coin où il n'y a pas d'intérêt? Mais quand il revient aujourd'hui, demandez à tout le monde, est-ce que Tidjane Thiam paye ses impôts en Côte d'Ivoire? Mais il paye ses impôts comme on appelle en France. Parce qu'il est français et il a ses intérêts en France. Il a quel intérêt en Côte d'Ivoire? Donc ça veut dire que Tidjane Thiam n'aime pas la Côte d'Ivoire. On a entendu dire Brédoumi Soumiela,
On s'en fout même si c'est un Chinois, nous on le veut. Oui, sur le PDC, vous pouvez le voir. Mais nous, on ne veut pas un Chinois à la tête de notre pays. On ne veut pas un étranger pur sang sénégalais à la tête de notre pays. Vous pouvez l'imposer au PDCI, mais vous ne pouvez pas l'imposer à tous les Ivoiriens. Et moi, j'ai bien aimé. On peut tout reprocher de Laurent Gbagbo. Mais j'ai bien aimé la partie où Laurent Gbagbo l'a taxé. Mais ce jour-là, j'ai suivi le meeting du PPACI en direct. Je l'ai suivi en direct. Et quand Laurent Gbagbo a parlé de ça, dès qu'il a commencé, moi j'ai commencé à faire un post. Et j'ai dit, Chakadia a pris balle perdue à Marcouri dans le meeting de Laurent Gbagbo. Des gens sont venus mettre des commentaires sur mon poste pour dire oui, que tu vas. J'ai dit non. Mais moi, je suis en train de suivre le meeting et puis vous allez me dire, moi, je suis en train de mentir. Et donc, quand Laurent Gbagbo dit que quand lui est rentré en politique, avec tout ce qui s'est passé avec le PDCI, lui s'est retrouvé en France. Parce que lui, il a estimé que lui ne pouvait plus vivre en Côte d'Ivoire en paix. Et que lui, il était maltraité par le régime de Félix Houphouët-Boigny. C'est lui qui le dit au meeting de Marcouri. Et quand lui est arrivé en France, lui, il est parti chercher, comment on appelle, asile. Et lui, il arrive en France et lui va introduire son dossier. Et quand il arrive, les Français lui disent que lui, son père était un ancien combattant. Il a combattu pour l'armée française. Et donc, au lieu de chercher à être, comme on appelle, un réfugié politique, nous, on te donne la nationalité française. Laurent Gbagbo dit non, moi, je ne suis pas venu pour prendre votre nationalité. Je n'ai pas besoin de votre nationalité. Je suis venu chercher asile auprès de vous parce que je suis maltraité dans mon pays. Écoutez très bien. Si vous pensez que j'ai menti, allez-y revoir. Parce que les meetings, c'était le vendredi. Vous pouvez aller revoir et puis écouter. Je ne suis pas venu prendre votre nationalité, je n'en ai pas besoin. La seule chose que je vous demande de vous prononcer sur mon cas. Et donc, si vous vous prononcez, comme on appelle, en faveur du oui, vous êtes en train de donner un signal au PDCI. Ça veut dire que le PDCI n'est pas un parti démocrate, c'est un parti de dictateurs. Mais si vous refusez, ça veut dire que le PDCI est un parti démocratique. Donc le PDCI n'a rien fait. Donc quand lui a introduit son dossier, dans un premier temps, ils ont rejeté le dossier de demande de l'asile. Et donc lui, il a interjeté appel, et c'est à la suite de cet appel-là que lui, il a eu gain de cause et on lui a accordé l'asile. Mais tu ne peux pas être un peu ivoirien, un peu danois, un peu anglais, un peu quoi, tout ça là. Donc il a frappé sur Tidjane Thiam. Sans dire son nom, il a frappé Tidjane Thiam. Mais quand il frappe Tidjane Thiam, mais éclaireur, est-ce qu'on va dire encore que c'est le RADP qui a dit à Laurent Gbagbo de dire ça? Non, les faits sont flagrants. Les faits sont flagrants. Et donc, quand tu as l'amour des autres nationalités, il faut s'attendre qu'un jour, tu seras toujours rattrapé par ça. Et donc, parce que être président de la République, mais ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas un jeu. On ne vient pas pour s'amuser. Mais je vois des gens qui sont en train de dire, mais si la gens, non, non, hein, non. Les conditions d'éligibilité sont claires. Notre constitution ne reconnaît pas la double nationalité quand tu veux briguer à la magistrature suprême de notre pays. Mais en venant à la tête du PDCI, il le savait pertinemment. Mais pourquoi il n'a pas renoncé dès les premières heures? C'est parce qu'il était dans ses calculs froids. Sinon, s'il prenait la Côte d'Ivoire au sérieux, je vous assure qu'il aurait pu, comment on appelle, régler tous ces problèmes-là avant de venir même en politique. Mais comme il n'est pas sûr de lui, et puis aussi, il voit qu'avec le président Alassane Ouattara, mais est-ce que lui, Tidjane Thiam, là, quand je renonce à ma nationalité, et puis je vais venir croiser le président Alassane Ouattara,
mais je suis sûr qu'il va me battre. Alors que, quand vous regardez des personnalités comme le président Alassane Ouattara, et bien d'autres qui ont travaillé à l'international dans les grandes institutions, quand ils décident de rentrer dans ton pays pour venir faire la politique, mais il faut faire tout pour être président, parce que quand tu échoues, ton image est ternie à jamais à l'international. Ça veut dire que tu ne pèses rien. Et donc, quand Tidjane Thiam calcule ça, il faut que, bon, tous les privilèges qui sont là, et puis bon, si aujourd'hui j'ai échoué, quel sera mon sort après avoir abandonné, comment on appelle, tous ces privilèges-là, et puis renoncer à la nationalité française qui m'a permis d'occuper de hauts postes à travers le monde des finances. Et même s'il a échoué là-bas, c'est que s'il a occupé ces postes-là. Donc Tidjane Thiam va calculer, et il a voulu jouer avec le temps. Et vous-même, là, on lui a posé la question dans une interview. C'est quand ils vont organiser le congrès et la convention. Il a dit non, que la convention sera organisée, mais le problème, ils attendent d'abord le candidat du RHDP soit désigné. Donc, quand il dit ça là, mais ça veut dire quoi? Et lui, il attend que Alassane Ouattara se prononce et que Alassane Ouattara dit que je ne suis pas candidat. Là, lui, Tidjane Thiam, lui, il est sûr que lui, il peut renoncer à sa nationalité, et puis quand il se présente, lui, il peut gagner les élections. Mais quand Alassane Ouattara dit que lui, il est candidat, mais Tidjane Thiam voit, mais à quoi sert de renoncer à la nationalité et puis venir perdre? Mais malheureusement pour lui, le RHDP ne s'est pas encore prononcé. Mais s'il est autant sérieux, mais en quoi est-ce que Alassane Ouattara doit se prononcer pour que lui, Tidjane Thiam, lui dise au PDCI, non, je suis candidat, je renonce à ma nationalité. Mais à la vérité même, c'est une insulte même aux militants du PDCI. Il ne calcule même pas ceux-là comme des hommes. Il les sous-humanise. Donc, un monsieur comme ça, là, il ne mérite pas d'être, comme on appelle, il ne mérite même pas la confiance du peuple de Côte d'Ivoire. Et non seulement, il s'est spécialisé dans le mensonge, et encore, c'est quelqu'un qui est foncièrement méchant. Et donc, tous ceux qui ont tenté de le défendre dans cette posture-là, aujourd'hui, tout le monde a eu honte. Mais en même temps, beaucoup de personnes sont surpris. Mais son cercle très fermé là, je vais parler des Brendoumi Soumé là, comme on appelle de tous ceux que moi j'ai eu à citer, en haut là-bas, les copies polis et autres, tous ceux qui l'ont été à arriver au PDCI, mais ils savaient, hein, ils connaissaient le statut de Tidjane Thiam. Mais Tidjane Thiam leur a donné l'assurance que ça sera vite réglé. Mais ça fait environ 2 ans qu'il est à la tête du PDCI. Mais c'est le même truc là, c'est le statu quo. Donc, la politique là, ce n'est pas le mensonge. Quand on vient en politique, il faut être vrai en politique. Sinon, si tu n'es pas vrai, tu seras démasqué. Tu seras démasqué. Ça n'a même pas encore commencé, mais regardez comment ils sont. Et je vous dis aujourd'hui, les militants sont en train de se poser les questions. Est-ce que l'homme là, on doit partir avec l'homme là? Est-ce qu'il ne faut pas le changer? C'est là le problème. Les prochains jours, vous-même, vous allez constater ça. Le cas de Jean-Luc Bion. Et quand Jean-Luc Bion parlait, les gens avaient l'impression que Jean-Luc Bion n'aimait pas le PDCI et que Jean-Luc Bion était dans une sorte de diviser le PDCI. Mais qui mieux que Jean-Luc Bion peut connaître le statut de Tidjane Thiam? Moi, je n'en vois pas. Si Jean-Luc Bion s'est entêté et puis il était sûr de son affaire, ça veut dire quelque part il avait toutes les informations sur Tidjane Thiam. Et quand vous écoutez les différentes interviews qu'il a eu à accorder, mais il a dit que est-ce que Tidjane Thiam paye quelqu'un ici? Tidjane Thiam n'emploie pas quelqu'un ici. Ça veut dire que Tidjane Thiam n'a jamais payé d'impôts en Côte d'Ivoire. Tous les impôts que Tidjane Thiam paye, soit ça doit être en Suisse, en France,
partout où il a ses intérêts. Donc, à la vérité, Tidjane Thiam ne connaît pas les réalités de la Côte d'Ivoire. Donc, pour prétendre être candidat à l'élection présidentielle, et Jean-Luc Bion, au regard de tous ces facteurs-là, à ce que le monsieur n'est pas sérieux, c'est un danger même pour le PDCI. Et que Jean-Luc Bion s'en est caché. Il a regardé tout le monde droit dans les yeux. Mais pour montrer même à, comme on appelle, à ceux même qui l'ont imposé, pour leur montrer que lui, Jean-Luc Bion n'a pas peur là. Il les a traités de repéros. Donc, ils ont mal pris ça et ils l'ont attaqué. Mais malgré ça, est-ce que Jean-Luc Bion a renoncé? Il n'a pas reculé. Ils ont tenté de l'intimider avec la question du conseil de discipline. Mais eux-mêmes, là, ils ont reculé. Ils ont reculé et Jean-Luc Bion a continué son chemin. Mais les gens pensaient que Jean-Luc Bion ne pesait rien au PDCI. Mais quand vous regardez le soutien de Jean-Luc Bion aujourd'hui, mais c'est lui qui est en position de force. Et même s'il doit y avoir une négociation dans le parti, c'est le camp de Tidjane Thiam là qui est obligé de venir négocier avec Jean-Luc Bion. Sinon, là où il est lancé, en tout cas, la posture que nous avons vue avec lui, qu'il soit choisi à la convention comme candidat du PDCI, qu'il ne soit pas choisi à la convention, Jean-Luc Bion sera candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. C'est l'attitude qu'il nous montre. Il est allé à Boisseau. Il arrive à Boisseau, il draine le monde. Le monde même que Tidjane Thiam n'a pas pu drainer là-bas. Il draine ce monde-là. Il arrive à Yopougon, mais là même c'est le comble. Des délégations sont quittées un peu partout à l'intérieur du pays pour venir faire allégeance à Jean-Luc Bion. Mais ce sont des délégations du PDCI. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça veut dire que le PDCI est assis sur du faux par la faute de Brendoumi Soumaïla et les autres européens. Et donc, moi je crois que, comme je l'ai dit, au risque de me répéter, la politique là, c'est la sincérité et c'est la vérité. Et quand on ment, on est vite démasqué. Sinon, venez insulter Arthur Banga, mais c'est un faux procès qui est fait à Arthur Banga. Je dis bien, c'est un faux procès. Et moi, j'ai été choqué d'entendre dire André Silver Conan, c'est-à-dire qu'il s'est mis dans une posture où lui va essayer de donner des conseils à, comme on appelle, Arthur Banga. Mais éclaireur, dans notre jargon là, quelqu'un qui vole là, est-ce qu'il y a un thème, il y a un mot plus approprié de le qualifier, si ce n'est de l'appeler un voleur? Mais tu voles là et puis tu veux qu'on te dise tu es quoi? Mais le seul mot qu'on peut te dire là, c'est que tu es un voleur. Mais quand tu mens, mais naturellement, le mot qu'on peut utiliser pour te qualifier, mais c'est de te dire que toi tu es un menteur. Mais c'est ce que Arthur Banga a fait. Mais n'allons même pas loin. Au cours d'une interview accordée à Laurent Gbagbo, quand il était encore président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a traité le président Alassane Ouattara de menteur. Parce que le journaliste lui a posé, mais Alassane Ouattara dit, lui va gagner les élections au premier tour. Mais qu'est-ce que Laurent Gbagbo a dit? Il a dit aux journalistes que Alassane Ouattara était menteur. Le journaliste lui dit, mais est-ce que le mot n'est pas trop fort? Il dit non, le mot n'est pas fort, c'est ce qu'il est. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire s'est arrêtée? La Côte d'Ivoire a continué. Mais est-ce que le président Alassane Ouattara a fait cas de ça? Le président Alassane Ouattara n'a jamais dit pourquoi Laurent Gbagbo l'a traité de menteur. Et donc, mais pourquoi ça fait comme on appelle, aussi mal
aux repères du PDCI, quand Arthur Banga vient leur dire la vérité, parce que leur leader a menti, et quand il vient lui dire c'est un menteur, ça leur fait mal. Mais voilà pourquoi j'ai dit qu'ils sont de mauvaise foi. Mais d'autres militants ont reconnu et ont remercié Arthur Banga. Et hier encore, Arthur Banga leur a dit, même aujourd'hui, je suis en train de vous parler, votre candidat là, votre président là, il n'est pas encore candidat à l'élection présidentielle parce que c'est maintenant qu'il vient d'enclencher le processus. Mais combien de temps ce processus là va prendre? Donc, c'est tout. Mais tu mens et puis tu veux qu'on te caresse dans le sens des poils. On ne peut pas te caresser. Donc, quelqu'un qui est aussi minable que Tidjane Tcham ne mérite pas d'être le président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que ce pays est trop sérieux. La Côte d'Ivoire est trop sérieux pour qu'on donne ça à un plaisantin, un menteur de haut niveau. Il peut continuer de mentir aux militants du PDC, ça c'est leur cuisine interne. Mais nous on dit, un menteur là ne peut pas s'asseoir sur la tête de la Côte d'Ivoire. Un menteur ne peut pas s'asseoir sur la tête de notre pays. C'est tout ce que nous disons. C'est tout ce que nous disons. Et donc, à un moment, et Laurent Gbagbo m'a dit, parce que quand ils ont comment on appelle, ils ont mis Peter 007 en prison et Steve Biko, mais qu'est-ce que Laurent Gbagbo a dit? Il dit, il ne comprend pas pourquoi on met les gens en prison, parce qu'il a insulté quelqu'un. Mais si quelqu'un t'insulte, il faut l'insulter et puis on va avancer. Donc, tout ça là pour dire quoi? C'est quand on n'est pas sérieux, on est réfractaire à la vérité. On est réfractaire à la contradiction. Aujourd'hui, sur la radio 1000 collines du PDCI, ils ont produit encore un test. Et qu'ils demandent une invitation spéciale du président du PDCI sur, comme on appelle, le plateau de NCI 360. Et que l'interview là, au cours de comment on appelle, quand il va venir, il sera seul face à Ali Djarasouba. Que Ali Djarasouba aura la latitude de poser les questions à Tidjane Tcham. Et qu'ils veulent que réparation soit faite. Attends, qui a endommagé le PDCI? Qui a endommagé le PDCI? Personne n'a endommagé le PDCI. C'est le PDCI qui s'est mis dans cette posture-là. Le PDCI a menti, le PDCI n'a jamais voulu dire la vérité à ses militants. Mais quand on vous attrape sur votre mensonge, ne venez pas vous jouer les victimes. Et encore, la chose la plus ridicule encore, ils ont commencé à mentir. Et que le complot qui a été fait, ça a été fait de commun accord avec, comme on appelle le RHDP. Ils ont cité le président de la République dedans et l'ambassade de France. Vous voyez comment ils sont. Ils ont été tellement limés dans cette affaire-là. Donc, ils ne savent pas comment ils vont se remettre. Donc, ils sont allés dans une autre phase de la manipulation. Mais ça ne marche pas. Aujourd'hui, tout le monde a vu la vérité. Donc, ce que nous disons, c'est que quand tu veux être à la tête d'un pays, mais il faut dire la vérité. Quand tu dis la vérité, ça t'enlève dans beaucoup de choses. Mais il aurait pu dire la vérité à ses militants. Voilà la situation qui se pose. Mais on va régler ce problème. Mais ils ont toujours fait croire aux militants que Tidjane Tcham, il est éligible, il n'a pas de problème. Et vous avez même vu, beaucoup de journalistes très sérieux ont été surpris de l'attitude de Tidjane Tcham. Tellement qu'ils ont menti aux militants, trompé les militants, les mettre en brousse. Et quand on parle, ils ont toujours quelque chose à dire. Et quand vous regardez, le plus gros bête des Ropero, Jaoufoué, qui continue de mentir. Bon, quand vous continuez de mentir, et puis après vous allez venir vous plaindre qu'on vous insulte. Mais c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes.
Et donc, après avoir fini tout ça là, aujourd'hui, ils n'ont plus d'arguments. Je dis bien, ils n'ont plus d'arguments. Donc, il faut se victimiser. Donc, j'ai déjà expliqué. Vous avez vu, ils ne sont pas venus. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un pour venir les défendre. Parce que tous ceux qui sont venus les défendre là, c'est eux-là qui devaient venir ici, mais ils ont refusé. Ils disent qu'ils ne viennent pas. Donc, la direction du PDC est obligée de faire ce communiqué-là pour se victimiser. Mais ça c'est pour eux. Mais je crois que s'il y a une chaîne, on peut tout reprocher de la chaîne MCI. S'il y a une chaîne qui donne la liberté aux gens de s'exprimer, c'est bien cette chaîne-là. Bon, vous avez insulté Arthur Banga. Mais Félix Boni, il a répété les mêmes choses sur RTI1 le dimanche soir. Parce qu'il y a une émission qu'on appelle le Club de la presse. Et là-bas aussi, les débats sont parfois houleux. Mais Félix Boni n'est pas passé par 4 chemins pour dire que Tidjane Thiam c'est un menteur. Il a menti aux militants, ils ont trompé les militants avec toute sa clique. Mais pourquoi c'est pour Arthur Banga qui leur fait mal? Mais c'est parce que Arthur Banga a vite fait de parler. Mais quand il vous dit la vérité, mais venez lui dire merci. Vous devez lui dire merci. Et donc, moi je crois que le cas de Tidjane Thiam, on n'est pas pressé. Je dis on n'est pas pressé. Ce qu'on doit dire au sein du RLDP, tel que les choses sont en train de fonctionner, il faut que les cadres maintiennent ce cap-là. Et vous avez vu, tous les jours, le RLDP est sur le terrain, en train de ratisser large. Et c'est ça qu'on appelle un parti sérieux. Un parti qui sait pourquoi il est au pouvoir. Mais le RLDP, vous n'allez jamais voir le RLDP en train de se morfondre sur quelque chose. Parce que le parti est sérieux, les militants sont sérieux, les cadres qui sont là, ils savent que le pouvoir qui est là, il faut nécessairement garder le pouvoir. Mais quand tu veux garder le pouvoir, mais ce n'est pas la CEI qu'on garde le pouvoir. Ce n'est pas la commission électorale indépendante qu'on garde le pouvoir. C'est en allant convaincre les électeurs qu'on peut garder le pouvoir. Mais quand tu vas te contenter à vilipender la commission électorale indépendante, pendant que comment on appelle, les autres sont en train de convaincre les électeurs, mais quand ils vont gagner les élections, tu ne viendras pas dire que la commission électorale indépendante a volé. Non. Laurent Gbagbo nous a dit que la CEI ne vote pas. Le rôle de la CEI, c'est d'aller récolter les résultats des Ivoiriens, venir donner ça, comme on appelle, au Conseil constitutionnel, pour que le Conseil constitutionnel les proclame. Mais aujourd'hui, les mêmes sont en train de dire que la CEI est déséquilibrée. C'est quelle CEI qui est déséquilibrée? Il n'y a pas une CEI qui est plus équilibrée que celle que nous avons actuellement. Au niveau de la commission centrale, au niveau des commissions locales, au niveau des commissions sous-régionales. Donc, ça a été tellement bien fait, mais aujourd'hui, là, quand eux-mêmes ils regardent cette liste électorale que nous avons, mais il n'y a pas Poué dedans, pour dire comme les Ivoiriens, il n'y a pas Poué dedans. Parce qu'ils ont boycotté l'opération de la révision de la liste électorale. Mais la reprise de la révision de la liste électorale qu'ils sont en train de réclamer, mais on n'a pas encore fini un processus et vous voulez enclencher un autre processus dans l'existant. Mais ce n'est pas possible. Et donc, la porte-parole adjointe de la CEI était sur le plateau de LCI, de LCI, et qui a étalé. Mais les opposants qui étaient là-bas, là, les Michel Bétard, parce que lui-même, quand vous regardez sa forme là, lui n'est pas intelligent. Lui n'est pas intelligent. Donc, malgré les explications, il est resté dans sa mauvaise foi. Et ça, c'est le propre de l'opposition. Il est resté dans sa mauvaise foi. Mais allez-y comprendre que ceux-là, nous, on vous a toujours dit ici, ils ne préparent pas des élections. Ils préparent tout, sauf aller aux élections. Et quand vous écoutez les discours qui fusent de partout, dans leur camp là-bas, vous aurez vite fait de comprendre que
ceux-là, ils ne sont pas dans une logique pour que les élections soient apaisées. Même quand Michel Pétain s'assoit et puis il dit clairement qu'il y a une crise préélectorale, ça veut dire qu'ils n'ont jamais préparé les élections. Ils n'ont jamais préparé les élections. Mais comme ils ne veulent pas aller aux élections, il n'y a pas de problème. Nous, là, nous, on ira aux élections. Mais en même temps, nous, on va déjà avertir tout le monde pour vous dire qu'ils vont quitter la CEI. Quand ça va arriver là, ne soyez pas surpris. Ils vont quitter la CEI. Voilà, ils vont quitter la CEI. C'est déjà dans leur calendrier. Ils attendent juste que la liste définitive, c'est-à-dire la liste définitive là, sorte. Quand la liste va sortir là, et qu'on va arrêter tout, s'il n'y a pas le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, le PPACI va se retirer. Le PDCI aussi va se retirer. C'est-à-dire que de combien d'accords ils vont se retirer. Mais nous, on n'a pas de problème avec ça. Ce n'est pas la première fois comme on appelle, des partis politiques se retirent de la commission électorale indépendante. Donc, nous, on ne sera pas surpris. D'autant plus que nous, on était à l'opposition, mais nous-mêmes, on ne s'est jamais retiré de cette commission-là. On ne s'est jamais retiré. Mais contrairement à ceux-là même qui étaient au pouvoir, c'est eux qui se sont retirés de la commission électorale indépendante. Ils étaient au pouvoir. Mais le rôle que l'opposition, que nous étions à l'époque, devrait jouer, mais étant au pouvoir, eux-mêmes, ils ont pris notre rôle. C'est-à-dire qu'ils sont au pouvoir, mais ils jouent le rôle de l'opposition. Ils sont au pouvoir et puis ils s'opposent à eux. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, aujourd'hui, quand ils viennent parler de la CEI, mais nous, on n'est pas surpris. Parce qu'ils étaient au pouvoir, là, eux-mêmes, là, ils parlaient de ça. Donc, nous, on dit que ici, ils veulent là, dès maintenant, là, aujourd'hui où je suis en train de parler, là, ils n'ont qu'à quitter la commission électorale indépendante. S'ils quittent la commission électorale indépendante, ça sera une aubaine pour nous. Nous, on va vite faire de confier l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur comme ça se passe dans les autres pays. Comme ça se passe dans beaucoup de pays. Et puis là, discours là, on va tuer ce discours. Et donc, le PDCI, en tout cas les jours à venir, seront intenses au PDCI. Si aujourd'hui, vous voyez qu'ils n'ont même pas pu, pu organiser, fixer la date de la convention, mais il y a un problème. Parce que Tidjane Thiam ne remplit pas les conditions. Il ne remplit pas les conditions. Mais s'ils vont dans ces conditions à la convention, mais c'est Jean-Luc Bion. Parce que Jean-Luc Bion, il a préparé ça depuis longtemps. Il a préparé ça depuis longtemps. Lui, il a entamé ses démarches depuis 2020. Mais il a obtenu gain de cause. Aujourd'hui, là, quand vous voyez quelqu'un qui s'en va déclarer son patrimoine à la haute autorité pour la bonne gouvernance, ça veut dire qu'il est sérieux. Jean-Luc Bion est parti faire la déclaration de son patrimoine. Et c'est là les avertis du PDCI, en tout cas ceux qui sont lucides et réalistes, ont su que Jean-Luc Bion, c'est quelqu'un qui est sérieux. Parce que lui, il paye un bois en Côte d'Ivoire, donc lui, il n'a pas peur. Donc c'est quelqu'un qui est sérieux. Normalement, même là, Tidjane Thiam là, comment il a fait pour se retrouver sur la liste électorale là, ça, on doit checker. On doit checker ça. Et puis normalement, même là, on doit l'enlever même de la liste électorale. Parce que c'est un fraudeur. C'est un fraudeur, c'est un menteur. C'est un fraudeur, c'est un menteur. Donc, quand vous voyez un monsieur comme ça, il faut s'en méfier. Il faut faire attention. C'est-à-dire que tout
ce qu'on a eu à faire ici en Côte d'Ivoire, mais c'est Tidjane Thiam qui a tout fait. Dévaluation, c'est lui qui a fait. Autoroute, c'est lui qui a fait. Grande mosquée du plateau, c'est lui qui a fait. Le bandit que Félix Houphouët-Boigny buvait, c'est lui qui fabriquait ça. C'est lui qui donnait ça au fouet. C'est-à-dire que c'est lui qui a tout fait en Côte d'Ivoire. Mais quel est cet homme-là qui tire du plaisir dans le mensonge? Mais quand tu mens, il faut avoir pitié des oreilles qui t'écoutent. Il faut avoir pitié des oreilles qui t'écoutent. Donc, celui qu'ils sont allés chercher là-bas, pensant qu'ils ont eu le même profil que le RHDP, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara qui a travaillé, pensant que c'est le même profil-là, voilà, ils sont en train de les mettre dans les problèmes. Ils sont en train de les mettre dans les problèmes. Donc, Tidjane Thiam, il ne faut pas attendre la désignation du candidat du RHDP pour renoncer à ta nationalité ou bien pour organiser la date de la convention. Moi, je peux vous dire ici, si les gens vont à cette convention de façon claire, une convention qui est ouverte, où ils ont respecté tout, Jean-Luc Bion va renverser ce monsieur-là même à la minute près. C'est vrai, il y a des gens aujourd'hui qui sont dans leur camp, mais qui ont commencé à voir la vérité, aujourd'hui qui ont un penchant pour comment on appelle, pour Jean-Luc Bion que Tidjane Thiam. Parce que ça ne peut pas durer, ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc tous ces vieux-là ont menti aux militants, ils ont eu honte aujourd'hui, ils se victimisent. Non, si vous voulez là, venez au débat, si vous voulez, ne venez pas. En tout cas, nous, le RHDP est ouvert au débat, et quand il y a des débats, on invite le RHDP. Si les gens sont disponibles, ils iront au débat. Donc moi, je profite pour dire merci à Arthur Banga, merci à Yacouba Doumbia pour tout le travail qu'ils ont eu à faire. Les gens peuvent aller de leurs commentaires, mais la vérité est déjà sûre. Nous, on avance avec ça. Et donc, c'est aussi clair que ça. Donc, éclairez, moi, je vais finir pour dire à nos militants de rester sereins. Restez sereins. La Côte d'Ivoire va bien. Vous-même, vous pouvez le constater. Hein? Si la Côte d'Ivoire allait mal, on allait le savoir. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va bien. Et tous ceux aujourd'hui qui courent pour venir se présenter, pour être président, mais sachez que c'est parce que la Côte d'Ivoire a une bonne santé financière et que toutes les économies, tous les voyants de l'économie sont verts. Voilà pourquoi ces messieurs-là, ces vauriens-là, courent pour venir essayer de bénéficier de cette manne-là. Mais il faut savoir que le président Alassane Ouattara, il a travaillé dur pour repositionner la Côte d'Ivoire. Sinon, on a vu ce qui s'est passé. En si peu de temps, il a transformé le visage de la Côte d'Ivoire. Il a repositionné la Côte d'Ivoire sur tous les plans. Et même le plan économique. Mais c'est ce qui fait courir ces personnes-là. Et tous les jours, les investisseurs affluent en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que l'environnement est propice. Quand vous regardez le secteur de la sécurité, mais là, on n'en parle même pas. Mais c'est d'abord le premier indice qui permet à un investisseur de savoir que ce pays-là est un pays sérieux. Quand l'indice de sécurité est vraiment à un niveau rassurant, mais il n'y a pas de raison que les investisseurs ne viennent pas investir dans ton pays. Mais quand l'environnement est délétère, quand l'environnement n'est pas propice, mais c'est quel investisseur qui va venir jeter son argent, sachant très bien qu'il va perdre, il ne va même pas récolter 5 francs là-dedans. Mais le président Alassane Ouattara, il a su donner la confiance aux investisseurs. Et les bailleurs de fonds lui font confiance. Donc ceux même qui parlent de dégâts dette, mais on ne donne qu'à quelqu'un qui peut rembourser. Et même au niveau de nos petits quartiers ici. Mais si tu ne rembourses pas crédit, il faut aller dire à Diallo, le boutiquier n'a qu'à te donner crédit. Mais contrairement à quelqu'un qui rembourse crédit chez Diallo, mais quand vous arrivez là-bas, vous deux là, mais Diallo va jeter ton corps dehors. Mais celui qui paye les crédits de Diallo va lui donner plus, même s'il veut.
la somme qu'il veut, Diallo va lui donner. Mais toi, tu ne payes pas crédit, mais Diallo va jeter ton corps. Donc, si aujourd'hui, il parle de dette, mais nous, on n'est rien. Moi, je le dis, n'ayez aucun complexe. On va payer ça. Même 1000 générations, on va payer. Parce que ces dettes-là ont servi à repositionner la Côte d'Ivoire. Ces dettes-là ont permis aux jeunes d'avoir de l'emploi, d'être formés. Ces dettes-là ont permis à nos mamans, à travers le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, d'être autonomes et d'aider leurs maris dans les tâches de leurs maris. Donc tout ça, ce sont les dettes. Ces dettes-là, ces 10 dettes-là nous ont permis de construire 5 universités. Ces 10 dettes-là nous ont permis de construire des routes et des ponts sur lesquels ceux qui critiquent les dettes-là circulent. Oui. Au niveau de comment on appelle, de l'eau, ces dettes-là nous ont permis d'avoir des ponts villageois. Ces dettes-là nous ont permis d'avoir des châteaux. Ces dettes-là nous ont permis aujourd'hui d'être, comme on appelle, à l'abri des coupures intempestives de l'eau. Ces dettes-là, comment on appelle, cette dette-là a permis à la Côte d'Ivoire d'être électrifiée à plus de 85%. C'est-à-dire, il nous reste moins de comment on appelle, de 10% pour que la Côte d'Ivoire soit totalement électrifiée. Mais ceux qui nous parlent de dettes, les dettes qu'ils ont contractées, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'est-ce qu'ils en ont fait avec ces dettes? Ont-ils électrifié des villages? Ont-ils construit des universités? Ont-ils construit des routes et des ponts? Ont-ils construit des châteaux? Non. Ils ont pris ces dettes-là pour construire des monuments pour obstruer le passage. Ces dettes-là ont servi à construire des monuments. Ces dettes-là ont servi à aller danser à la rue comme princesse. Donc, cher EPV, n'ayez aucun complexe. Mettez-vous à l'aise. Le président Alassane Ouattara, tant qu'il peut là, il n'a qu'à aller prendre. Parce qu'il reste beaucoup à faire. Dis pas d'être là. C'est ça on prend pour construire le métro. Ou ceux même qui critiquent là, ils vont aller s'asseoir dans ce métro-là. C'est ça qu'on appelle un pays sérieux. Quand les bailleurs de fonds te font confiance, mais je dis que tout va bien. Tout va bien. Aujourd'hui, les jeunes là, ils ne sont plus en proie, comme on appelle, ils ne sont plus vulnérables, comme on appelle, aux terroristes. Moi, quand je prends le nord de la Côte d'Ivoire, mais quand on n'avait pas encore trouvé la solution, on a vu un peu ce que, comme on appelle, les différents groupes djihadistes ont fait au nord. Mais depuis qu'on a eu ces attentats-là, ces attaques-là, vous avez une fois vu une attaque encore là-bas, mais ça veut dire que la lutte contre le terrorisme là n'est pas seulement que de prendre les kalash. Mais cette dette là nous a permis de contenir, comme on appelle, ce mouvement-là, en allant financer les projets des jeunes dans cette partie du Nord-là, qu'ils étaient toujours tentés à aller combattre pour avoir de l'argent. Des jeunes là, ils avaient besoin de renforcer peut-être leur boutique, d'autres avaient besoin de l'argent pour faire des cultures maraîchères, d'autres avaient besoin de cet argent-là pour agrandir leurs garages. Mais quand le gouvernement a mené l'étude et qu'ils ont compris que c'est comme ça que les jeunes vont, comme on appelle, rejoindre les djihadistes, l'État a trouvé la solution sans prendre de kalash. Un jeune qui était dans sa boutique, qui n'arrivait même pas à gagner 10 000 francs la journée comme recette. Mais quand quelqu'un quitte là-bas avec une kalash et que la personne vient lui proposer d'aller combattre moyennant 200 000 francs par jour, mais quand
quand la personne voit qu'elle ne gagne rien, mais vous pensez que la personne va calculer les risques? S'il s'en va, la personne va calculer ça. La personne ne calcule pas, la personne voit déjà son gain. Mais le danger de derrière, là, elle ne regarde pas ça. Mais pourquoi? Parce qu'il ne gagnait pas, comme on appelle, cet argent-là dans sa boutique. Et donc, il prend la calache et puis il s'en va. Donc, le fils de ton pays-là, il vient contre ton pays. Et donc, l'État, à travers les bailleurs de fonds, la djiba dette là, l'État a allé financer, ils ont interrogé les jeunes là, et chaque jeune a dit son besoin, et puis ils ont financé ces jeunes-là. Aujourd'hui, ils sont fiers, et ils ne regrettent pas d'avoir refusé l'offre des terroristes, les ennemis de la République. Donc, c'est tout ça là. Et quand vous regardez ça, vous comprenez que gouverner un pays, ce n'est pas du jeu. Gouverner un pays, c'est prévoir. Si tu n'as pas une vision, tu ne peux pas gérer un pays. De même que nos chefs de famille, là, quand tu n'as pas une vision pour ta famille, tu ne seras jamais un bon chef de famille. Un bon chef de famille, c'est celui qui a une vision pour sa famille. Qu'est-ce que je veux pour ma famille? Où je vais envoyer ma famille? Le président Alassane Ouattara est un bon chef de famille, c'est un bon président pour la Côte d'Ivoire. Il a su envoyer la Côte d'Ivoire là où les Ivoiriens souhaitaient qu'il l'envoie. Il a su envoyer la Côte d'Ivoire grâce à sa vision éclairée. Il a su envoyer mener la Côte d'Ivoire grâce, en tout cas, à son programme qu'il a proposé aux Ivoiriens. Moi, je le dis toujours, qu'est-ce que ces opposants-là viendront proposer aux Ivoiriens que le président Alassane Ouattara n'a déjà fait? Moi, je ne vois pas. Ils seront obligés de venir mentir aux populations parce qu'il n'y a plus rien à proposer. Et ils sont là, l'indice de développement humain, l'indice de développement humain. Nous, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Donc, tout ce que je viens de citer là, ça touche aussi à ça. Je dis bien, ça touche aussi à ça. On peut dire oui que l'État, mais il n'y a pas une famille ici qui ne mange pas. Tu peux dire que tu ne gagnes pas les 3 repas, mais il n'y a pas une famille ici qui ne gagne pas au moins un repas pour manger. Mais dans certains pays, il n'y en a même pas. Aujourd'hui, quand vous regardez ça, et puis encore la djiba dette là, on prend encore pour faire les filets sociaux. Je dis on prend pour faire les filets sociaux. Mais ces filets sociaux-là ont permis à certaines femmes d'être aujourd'hui des femmes. Parce que les 36 000 francs qu'on leur donne là, mais ils ont pris, les femmes là ont pris pour faire du commerce. Aujourd'hui, ça va. Et quand on dit que gouverner, c'est prévoir là, mais c'est tout ça là. Mais tu n'as pas prévu, mais tu ne peux pas gouverner. Tu ne peux rien faire, tu ne peux rien apporter à ta population. Mais dans les campagnes précédentes, on a vu des gens qui disent qu'avec 10 petits milliards, ils vont venir construire une université, mais quand ils sont arrivés, ils ont balayé tout du revers de la main, et puis ils se sont assis sur ce qu'ils ont trouvé ici. Mais regardez aujourd'hui, le nombre d'universités qui sortent. Et puis bien équipées, hein, je dis bien équipées. Dans un an et demi, il y aura une nouvelle entrée comme on l'appelle, à Odjéné. Ainsi de suite, les universités d'Aboisson, à Djaké. Il y a tout ça là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Là où les gens disaient que la route là n'a pas de chance là, le président Alassane Ouattara a donné une chance à cette route là. Toutes les routes qu'on disait qu'il n'avait pas de chance là, le président Alassane Ouattara a donné des chances à ces routes. Mais il reste quoi? Aujourd'hui, ils sont obligés de mentir. Commission électorale indépendante. N'allez pas sur le terrain, n'allez pas convaincre les gens sur votre programme de société. Et restez là en train de dire commission électorale indépendante, ça va vous surprendre.
Ça va vous surprendre. Parce que nous, on sait que nous, on est prêts. Aujourd'hui, là, même si la commission électorale dit aujourd'hui, demain, on sera aux élections, là, le RDP est prêt. Parce que ce qu'il faut savoir, l'organisation du RDP, là, moi je dis, le président Alassane Ouattara, c'est un politicien entrepreneur. Je le dis, c'est un politicien entrepreneur. Et même aujourd'hui, il y a des gens, il y a des cadres au RDP qui ont certes perdu les élections dans leur région, mais le président Alassane Ouattara a gardé sa confiance à ces cadres-là. Parce que le tout n'est pas de perdre une élection locale. Mais tu peux perdre une élection locale et puis rester toujours influent dans ta zone. Mais le président Alassane Ouattara, comme je l'ai dit, il a une vision. Il a gardé sa confiance à ces cadres-là. Sinon que Aoussou Jano, il a perdu sur lui. Mais le président Alassane Ouattara a gardé sa confiance à Aoussou Jano, aujourd'hui qui fait le travail sur le terrain. Et c'est ça qu'on appelle un politicien entrepreneur, qui évalue, comment on appelle, les risques, qui évalue les potentialités, qui évalue tout avant de partir. Mais quand on voit tout ça, on se dit que nous avons eu la chance d'avoir un homme de vision à la tête du RDP par ricochet à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais la commission électorale indépendante éclairée, comme ils disent que c'est le RDP qui contrôle la commission électorale indépendante, eh bien nous on va dire à nos militants, on va dire au EPV que la commission électorale indépendante n'est la chasse gardée du RDP, encore moins un parti politique. Pour la simple et bonne raison que des cadres du RDP ont perdu les élections face à des indépendants avec cette même commission électorale indépendante. À San Pedro, nous avons perdu les premiers, comme on appelle, on a été battus au premier tour. La dame, certes, elle était RDP, mais elle n'a pas été choisie pour être le candidat. Mais elle est partie en indépendant. Mais elle a gagné les élections. C'est vrai, ils se sont suivis comme ça, mais il y avait 3 candidats. Mais c'est le candidat du RDP qui est venu en dernière position. Mais quand il y a eu des fraudes là, ils ont repris ces élections. Mais quand ils ont repris ces élections, voyant la force de la dame là, c'est là maintenant le RDP va sortir pour la proposer. À Tchassalé, est-ce que Assali Tchomoko est du RDP? C'est un indépendant. Mais notre candidat Alpha Sanogo, qui est un cadre du RDP, comme les gens disent, nous on contrôle la commission électorale indépendante, mais pourquoi Alpha perd par 2 fois à Tchassalé? La deuxième fois j'étais là-bas, on a fait le travail, on a vu la mobilisation qu'on a faite, mais nous on a été battus avec un écart de 300 voix. Mais chose qui n'était même pas possible au premier tour. Donc on fait ces élections, Assalé nous gagne au premier tour. Mais quand après la contestation, ils ont constaté qu'il y a eu fraude. On reprend ces élections. Alpha perd encore ses élections. Comme je l'ai dit, Aoussou a perdu ses élections. On a perdu le conseil régional du Tchologo. Là où le président, comme on appelle la mairie, comme on appelle de Ferké, là où le tout-puissant ministre de la Défense est le président du conseil régional. Mais est-ce que nous, on n'est pas au pouvoir? On est au pouvoir, mais on a perdu la mairie de Ferké. Un indépendant, proche de Soro, le gars de Soro nous a limés. Et les exemples sont légion. Et tout ça là, pour vous dire qu'en réalité, ils n'ont plus d'autres arguments. Sinon, pour quelqu'un qui est sérieux, mais doit savoir que, mais nous, comment on appelle, un autre pouvoir là, mais on allait voir ce que ça allait créer. Mais vous avez entendu un bruit. Ils ont tous reconnu leur défaite. Et donc, c'est passé comme ça.
beaucoup d'indépendants et des partis de l'opposition. D'autres ont gagné les 4 du RDP dans les régions. Mais si vous ne pouvez rien apporter aux Ivoiriens, laissez tranquillement les Ivoiriens. La CEI, là, la CEI fait son travail. Le rôle de la CEI, c'est de faire en sorte qu'on ait des élections apaisées. Et c'est ce à quoi cette commission-là s'attelle. Et quand vous voyez un Cubain qui est toujours dans les invitations, qui explique le travail de la CEI, mais par mauvaise foi, ils disent qu'ils n'entendent pas ça de cette oreille. Ils n'entendent pas ça de cette oreille. Ce qu'ils veulent là, Alassane Ouattara, il faut pas être candidat. Ou bien Alassane Ouattara, quitte ton fauteuil là, nous on va s'asseoir. Et puis tout est propre dans le pays. Vous allez dire rien. Vous savez comment nous on a pris pouvoir là? Vous savez comment nous on a pris? Pouvoir là, on a pris ça dans les urnes. Mais quand on a pris ça dans les urnes là, ça n'a pas suffi. Hein. Pour qu'on ait l'effectivité du pouvoir, ça n'a pas suffi. Hein. On a encore mené une bataille pour arracher ce que nous on a gagné, ce que nous on a gagné là, pour arracher parce que un fourrier s'est accaparé de ça. Et donc, ils sont en train de préparer le scénario bis de 2010. Mais c'est eux qui vont périr dans ça. Plus jamais une crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Plus jamais. Si vous êtes incompétent, si vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens, donc laissez la commission électorale indépendante tranquille. Elle va organiser les élections, et ce n'est pas les premières élections. Façon que Laurent Gbagbo s'est autoproclamé en 2010, comme on appelle en 2000 pour être le président. Mais il pense que ça va se passer encore. Mais moi-même, je suis en train de vous dire que Laurent Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale. Il ne sera pas, il n'y sera pas. Donc ça, même là, son débat, mais il est clos. Si on doit avoir une crise préélectorale, parce que le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, nous, on est prêts pour ça. Quelqu'un qui est né dans la contestation, à chaque fois qu'il perd des élections, et pour lui, c'est un plaisir de faire tuer les Ivoiriens, ça, là, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Et ça, il n'aura plus cette occasion-là. À nos amis du PDCI, ils n'ont qu'à prévoir un plan B. On ne sait jamais. Je ne suis pas le Conseil constitutionnel. Mais moi aussi, je vais me mettre dans la peau d'Arthur Banga. Ils n'ont qu'à venir m'insulter, quoi. Et donc, c'est tout ça là. Donc, Éclaireur, vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Et merci pour tout le boulot que tu fais. Et hier, on était sur TikTok. Et je crois que ça s'est bien passé. Et puis bon, la lutte continue. Et merci beaucoup à tout le monde. Et moi, je souhaite une excellente nuit et à tous les FPV. Que Dieu nous accorde longue vie et qu'il leur donne une santé de fer au président de la République avec tous ses collaborateurs parce que nous avons besoin du président, nous avons besoin qu'il continue le développement et tant qu'il aura les capacités intellectuelles, physiques et morales pour continuer l'œuvre, nous on est derrière lui. Et merci beaucoup à tout le monde. Éclaireur, je vais m'arrêter là et je dis bonne nuit à chacun. Merci infiniment, le roi du printemps. Merci pour tout ce que vous nous avez enseigné ce soir. Merci infiniment du temps que vous avez pris pour nous donner des détails qui doivent tous nous interpeller. Et vraiment, merci infiniment. C'est ce qu'on peut dire. C'est peu en termes de mots, mais c'est important parce que ça vient du cœur. Et vraiment, merci aussi à vous pour tous les efforts fournis sur le terrain, les efforts de nous donner les informations du terrain et aussi pratiquement tous les risques que vous prenez tous les jours pour être au contact de la réalité. Vraiment, merci infiniment et on va vous souhaiter une excellente nuit. Ok, merci et puis bonne nuit à chacun. Merci beaucoup.